Bonjour, nouvelle vidéo, remettons les pendules à l'heure. Cette fois-ci, nous allons nous contenter de refaire un petit peu un point sur l'actualité de ces derniers temps. Et avant de parler des choses sérieuses, eh bien, on va parler encore d'une polémique bidon, censée peut-être contribuer à cette espèce d'anesthésie de la population auquel on assiste, se concentrer sur ce genre de problème et pouvoir gober la pilule du vaccin obligatoire, passe sanitaire et j'en passe et des meilleurs. Donc voilà. Donc alors le pronom Yel, oui, pronom Yel, qui serait un prénom neutre pour ceux qui dans leur tête ne savent pas s'ils sont une femme ou un garçon. Bon, ben, ils n'ont pas besoin de savoir. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez dans la tête, mais ce que le monde réel tel qu'il vous voit. Et le monde réel, eh bien, c'est tout simple. Il suffit de lire sur votre état civil, c'est marqué. Hein, si vous êtes de sexe féminin ou de sexe masculin. D'autre part, il me semble que dans la plupart des cas, c'est pas très difficile d'identifier un bébé à la naissance. Le reste, ça s'appelle du conditionnement. On va le voir là sous peu. Il faut savoir que les particularités que je nie pas biologiques entre l'homme et la femme, ce n'est pas le karyotype qui le détermine, mais c'est simplement l'imprégnation hormonale. Suivant que vous avez par exemple chez les filles, les tout bébés, vous pouvez avoir des tumeurs virilisantes qui sont donc des tumeurs des surrénales qui sécrètent donc des hormones masculines. Et vous pouvez avoir par d'autres mécanismes le problème inverse pour des garçons. Donc je tiens déjà à dire une chose, c'est que le masculin, en fait, est un pronom déjà généraliste. Il correspond à l'espèce humaine et on précise dans certains cas le caractère féminin. De la même manière que vous avez par exemple chez les Celtes, vous aviez que des prénoms mixtes. Et pour d'autres, on a trouvé intéressant de spécifier très tôt, donc avec le prénom, le masculin ou le féminin. Je ferai remarquer également que pendant très longtemps, jusqu'à 5 ans, filles ou garçons, on avait des robes jusqu'en bas des pieds. Hein, donc l'histoire, oh, des 3 ans, ils voulaient ci, ils voulaient là, ils mettent des souliers de la mer ou je ne sais quoi. Tout ça, c'est du bidon. Donc c'était peut-être pas plus mal, hein, remarquez, l'enfant jusqu'à 5 ans, on lui fichait la paix, il était neutre, il était bébé, puis voilà. Et ensuite, donc, l'entrée dans sa sexualité, si on peut dire, enfin dans son devenir, sa préparation au niveau adulte, ça commençait très tôt, puisqu'il n'y avait pas de période d'adolescence, on passait de l'enfance à l'âge adulte, hein, à une époque. Donc, par contre, eh bien, je vois pas pourquoi, effectivement, les garçons pourraient avoir droit à la dentelle. Comme à une certaine époque, les hommes mettaient des jabots, ils avaient des broderies un peu partout sur les vestes. Vous avez les djellabas chez les Arabes, vous avez le kilt chez les Écossais. Donc tout est une question de mode, hein. Si maintenant vous avez des garçons qui ont envie d'une mode un peu à ce genre-là, pourquoi pas? Ça ne me gêne absolument pas. Nous avons bien eu des filles qui choquaient initialement par le port des pantalons, donc l'inverse. Par contre, le pronom Yel, je n'ai rien contre non plus. Sauf qu'on ne doit pas l'employer pour des gens qui ne savent pas et qui sont dans leur tête, parce que ce qui compte, c'est ce que pense la société. Vous pouvez dire ah, je suis faite pour être milliardaire ou j'étais faite pour naître dans une famille de milliardaires. Eh bien, si ça marche pas comme ça, hein. On va pas vous mettre dans une famille de milliardaires pour que vous vous sentiez mieux, ni vous donner le gros lot. Bref, trêve de plaisanterie. Donc, par contre, le prénom Yel, si vous dites
on pourrait dire, puisque là précisément le sexe ne doit pas avoir d'opportunité, j'ai appelé le médecin et elle va venir vous examiner. Hein, ou pareil pour d'autres professions. Hein. D'ailleurs, dans ma jeunesse, on s'était battu les femmes pour supprimer les féminins, en disant que précisément on ne devait pas distinguer l'homme de la femme. On devait dire par exemple pharmacien et pas pharmacienne, docteur et pas doctoresse. Et puis subitement, bon, quand j'étais plus âgée, c'est l'inverse. Le féminisme, c'était marqué la marque du féminin. Eh bien, je pense que la première version était bien meilleure, c'est-à-dire on reste neutre, on garde le masculin avec leur aussi de neutralité et on spécifie un particularisme féminin quand c'est nécessaire. Donc voilà pour la question. Donc autre point sur l'actualité là donc plus sérieux. Nous avons toujours le problème des vaccins, n'est-ce pas? Où on vous rabat la tête sur la Guadeloupe, la situation désastreuse, etc. Ben, c'est sûr qu'il y a des émeutes, ça ne va pas arranger les choses. Mais Gibraltar, par exemple, qui est sur le point d'annuler ses fêtes de Noël, alors que la population est vaccinée à 99%. Hein? Donc ce vaccin ne semble alors vraiment pas efficace. On a d'abord parlé de contamination, qui éviterait la contamination. On s'est rendu compte que c'était du pipeau. On a dit il évite les formes graves, pas toujours. Bref, c'est quand même un peu limite. Et il protégerait que partiellement des formes graves, c'est-à-dire que peut-être que vous n'en mourrez pas, mais ça n'empêche pas que vous pourriez quand même être malade. Par contre, quand on pèse la balance, comme on dit, bénéfice-risque, eh bien, je ne comprends pas, ce n'est pas une question de calcul de nombre de personnes. Quand vous avez une jeune fille de 16 ans qui fait un syndrome de Guillain-Barré pour une maladie qui n'avait aucune chance de l'affecter, mais c'est dramatique. Quand vous avez, encore pire, un jeune futur médecin qui meurt d'une thrombose, une autre aide-soignante, des membres du personnel, des seniors qui étaient en parfaite santé, qui, comme par hasard, dans la semaine, font un AVC, et ça a été reconnu. On a reconnu maintenant que ce vaccin pouvait, chez certaines personnes, donner des thromboses. Mais ces personnes, quand savez-vous que ce ne sont pas des personnes particulièrement précieuses? Je m'explique. Vous savez, par exemple, que il y a un déterminisme génétique à faire du diabète de type 2. Je dis bien le diabète de type 2. Pas le diabète du sujet jeune, mais le diabète de celui qui, en prenant de la bedaine avec l'âge, se met à avoir du sucre. Eh bien, on s'est aperçu que c'est lié à des gènes qui, en fait, ont un métabolisme ultra performant et les permet de résister à la famine. Or, précisément dans le diabète de type 2, c'est lié au fait que vous avez une résistance des cellules au sucre et que l'organisme se met à sécréter donc de l'insuline à tout va. Donc ces personnes ont aussi un métabolisme particulièrement performant et en cas de famine, c'est eux qui survivent. Donc ces personnes qui auraient tendance à faire une thrombose, même si c'est lié à une particulière génétique, cette particulière génétique, si elle existe, rien ne prouve qu'elle n'a pas un intérêt pour l'espèce. Car c'est là où le bas blesse, c'est qu'on est tous fixés sur l'individu et on oublie complètement ce qui correspondait à la survie de l'espèce et qu'on a pu nommer santé publique. Et la santé publique concerne l'intérêt général. Et l'intérêt général, ce n'est pas de protéger des personnes, la population âgée, mais bien de sauver les jeunes plutôt que de les faire mourir en supposant que ça pourrait aider des gens âgés. Pire, j'ai vu là récemment, j'ai lu
qu'en Amérique, ils se sont aperçus, donc il y a une étude qui a été faite sur un grand nombre de cas, que les enfants qui sont nés sous la Covid, par rapport aux autres bébés entre 3 mois et 3 ans, des autres avaient des tests de QI bien inférieurs à la moyenne, c'est-à-dire de 100, ils passent à 78. Hein, et que ceci serait... Alors le QI, ça, chez les nourrissons, je ne sais pas comment ils font, hein, parce que QI, en principe, il faut répondre à des questions, mais ça ne doit pas être QI, ça doit être des tests de développement du comportement comportemental. Et donc ces enfants ont un ralentissement donc du développement lié au fait qu'ils sont moins stimulés, du fait que les parents qui sont en télétravail ne s'occupent pas d'eux, ou que, alors qu'habituellement ils allaient plutôt en crèche, ou que les parents sont dépressifs parce qu'ils ont perdu leur boulot, et on se comprend que c'est une catastrophe, parce qu'aux États-Unis, on n'a pas des aides comme on peut avoir en France en cas de problème. Donc, voilà. Hein, donc, cet arrêt économique, eh bien, elle a un prix aussi sur la vie. Sans compter, évidemment, je ne parle pas, on ne va pas détailler, les répercussions que cela peut avoir sur la scolarité et même sur les enfants au niveau psychique, le fait de se masquer, l'absence du contact visuel, c'est peut-être ça aussi chez les bébés, hein, que ça a été reconnu par les pédiatres, l'absence de pouvoir repérer des mimiques faciales du fait de la présence du masque. Bref, c'est des générations de jeunes que l'on a sacrifiées pour un bénéfice plus qu'hypothétique. Et en fait, tellement hypothétique qu'on se demande quelle est la vraie raison de tout ça. Ça, on aimerait bien la connaître. L'autre point sur lequel on peut aussi évoquer, ben, c'est toujours pareil, hein. La question des migrants, avec ces 4000 migrants donc, qui sont aux frontières polonaises. Bon, certains ont quand même crié victoire parce qu'il y en a eu 400 de repartis en Irak. Mais bah, il en reste encore 3600 si je compte bien. Cela met quand même en question beaucoup de choses. Premièrement, mais quels sont ces pays qui sont allés les chercher, ceux qui sont responsables? Mais comment peut-on jouer avec la vie des autres? C'est vraiment jouer quand on voit qu'un jeune homme d'une vingtaine d'années qui était diabétique est resté 5 jours sans manger et qu'il en est mort, et qu'il était du côté polonais et pensait qu'on allait l'enterrer de ce côté-là. Alors on peut se demander, est-ce qu'il n'a pas été... est-ce que c'est pas un peu comme il y a eu cet enfant qui était mort sur la plage? Est-ce que certains, dans ces passages de clandestins, n'utilisent pas aussi la mort de certains? Ça rappelle un peu comme en Russie, où quand vous aviez des gens qui fuyaient, ils en emmenaient un avec eux dans ces, je sais plus, dans ces goulags là. Donc c'était des prisonniers de droit commun. Ils emmenaient avec eux un prisonnier politique, hein, et puis ils le tuaient pour pouvoir manger en route et tenir le coup. Et donc certains, je sais qu'ils étaient évadés avec prisonniers politiques qui étaient juifs. Ils se sont fait même héberger en Israël, mais ils étaient arrivés sans le juif, sans celui qui était juif. Et semble-t-il, après coup, eh bien, on a eu quand même un peu des doutes sur le sort qui lui avait été réservé. Bon, ensuite, la deuxième question, eh bien, c'est évidemment la solidarité de l'Europe. Le drame de ce jeune homme, c'est dramatique. Il aurait fallu qu'il soit hospitalisé, mais il aurait peut-être fallu aussi que la Pologne soit un peu moins seule. Parce que la violence était quand même côté manifestants avec des jets de pierre quand ils ont répondu avec des canons. Des canons à eau. Hein. Mais, enfin, tout ça, c'est très déroutant. Et tout cela n'existerait pas si, comme je l'avais suggéré, on récupérait tous ces anciens camps nazis, qui sont des surfaces immenses qu'on a notamment en Pologne, hein,
qu'on garde juste une petite partie, donc pour le respect, pour le témoignage devant l'histoire, et que le reste, on les soit transformés en camps pour recevoir des migrants ou des gens sans abri en plein hiver. On pourrait ainsi d'ailleurs mettre sur pied des légions qui pourraient être au service de différents pays ou de l'ONU. Et donc, justement, par exemple, utiliser des Maliens pour mettre de l'ordre dans le Mali ou des forces de l'ONU dans certaines régions. Et ensuite, ceux qui auraient servi donc dans ces forces se verraient attribuer la nationalité du pays où ils ont servi si ce n'était pas le leur. Parce que, donc, c'est vrai que quelle que soit la solution, je trouve ça abominable de laisser les gens dehors. Et on peut quand même louer la fermeté, parce que la Pologne qui a refusé, bon, il y en a quand même 1500 partis. Maintenant, c'est triste, parce que on voit déjà, vous avez eu des gens qui sont venus en Europe avec sciemment des mauvaises consciences. Et là, on sait que parmi les Kurdes, on a des populations qui sont vraiment des réfugiés, qui ont été déplacés par les Turcs, par exemple, quand ils ont franchi la frontière syrienne, des gens dont certaines parties des Kurdes sont morts en se combattant l'EI. Donc c'est une population qu'on aurait pu effectivement, parmi eux, sympathique. Mais il y avait peut-être bien aussi, c'est la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi tous ces djihadistes qui ont été enfermés donc dans ces pays-là au Moyen-Orient et qui commencent par peser lourd et que personne ne veut. Est-ce qu'un jour ou l'autre, puisqu'on dit on ne veut pas les reprendre, mais que ces pays se sont dit, bah attends, c'est pas à nous, hop, je vous renvoie le caca. Et qu'ils étaient un peu tous mélangés. Donc, je pense qu'il faut vraiment encadrer ces gens-là, encadrer ceux qui sont en partance, encadrer ceux qui arrivent, encadrer ceux qui se retrouvent sans domicile. Et pour ça, il faut vraiment une entente et une coopération internationale. Il faut un parrainage, je pense, entre les pays, entre parenthèses, développés et ceux qui sont, on va dire, dans la panade. Et cette coopération devrait avoir lieu aussi bien avec la Chine, la Russie, tous les pays d'Europe, les États-Unis, tout ce que vous voulez. Ces situations de chaos sont dans l'intérêt de personne, parce qu'elles nous empêchent de faire face à ce qui va nous tomber sur la figure, un de ces quatre. On a le permafrost qui fond, on a des trous jusqu'à 50 mètres de profondeur, avec une largeur, je ne sais pas si c'est pas en kilomètres même, enfin peut-être pas en kilomètres, non, mais je ne sais, immense, peut-être un trou, mais énorme. Là, si vous pouvez aller voir sur ma page Facebook, en cherchant Écolo Babis, là vous retrouverez la vidéo de Loopsider sur le sujet, puis la première image, on voit ce trou énorme. Donc ce méthane, c'est un drame qui part dans l'atmosphère. Ça, c'est peut-être, j'ai oublié, mais je sais, c'est ça, comme une mesure, son pouvoir d'effet de serre, c'est, je sais pas si c'est 1000 ou je ne sais quoi, combien, ou 500, bref, par rapport au CO2, c'est énorme. Donc c'est plus la question de parler, on n'est plus au niveau du CO2. Le CO2, ça a été l'embrayage. Maintenant, on en est au méthane. Et le méthane, ça, c'est autre chose. Et ça va se calmer quand, cette histoire-là? Eh bien, un jour, parce que vous allez avoir une augmentation du séisme, du fait si vous avez un réchauffement des océans, donc vous allez avoir une diminution de la densité océanique, des mouvements tectoniques qui vont augmenter et faire un petit fond sismique qui, lui, engendrera le grand boom qui, à son tour, va envoyer des millions de mètres cubes là, dans l'atmosphère, créer un hiver volcanique, et hop, on repart sur un autre cycle. Avec peut-être aussi dans le réchauffement le problème de l'arrêt du Gulf Stream et les régions européennes qui vont devenir glaciaires. Bref, on a énormément de problèmes. On sait que l'océan est pollué, on a envoyé nos matières se dépolluer, recycler en Afrique. Les Africains, ils ont pris
et l'argent et les matières à recycler, mais ils ont pollué chez eux, ils n'ont rien recyclé du tout. Donc, on a vraiment de gros problèmes sur les bras et il serait temps que les politiques arrêtent de se battre pour tirer la couverture à eux. Il faut vraiment une coopération, une réflexion, que ce soit au niveau des nations, que ce soit au niveau international. Sur ce, je vous laisse.